Bienvenue dans le podcast Instant Thérapie. Ici, je vulgarise la psychologie, la santé mentale et plus particulièrement le psychotraumatisme. Je suis Martha, la psy en ligne, psychopraticienne en relation d'aide et psychotraumatologue sève et située. Nous allons parler au cœur du trauma, mais de manière accessible à tous. Alors rejoignez-moi pour des discussions éclairantes et inclusives qui visent à démystifier ces sujets qui sont parfois trop complexes et à promouvoir le bien-être mental pour tous. Alors, bienvenue dans cet épisode 7 du podcast Instant Thérapie où cette fois-ci, nous allons pouvoir parler un petit peu de tout ce qui est en lien avec l'histoire et l'héritage familial. Parce que c'est souvent sous-estimé, mais comprendre que notre héritage familial peut être aussi un traumatisme. En fait, répondre à la question, peut-on transmettre un traumatisme de génération en génération? Comment est-ce que nos parents ou grands-parents, et en fonction de ce qu'ils ont vécu, eh bien, est-ce que cela peut influencer nos vies aujourd'hui? Voilà, c'est ce nous allons aborder dans cet épisode et je vous remercie de votre confiance et de votre écoute tous ces 15 jours ensemble. Alors, on y va et donc déjà, le traumatisme, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, donc je pense qu'au maintenant, vous avez compris un petit peu ce que c'était, mais on oublie que le traumatisme, en fait, il ne touche pas uniquement la personne qui l'a vécu. Et c'est ça qui euh, est parfois sous-estimé dans nos vies aujourd'hui, c'est qu'en fait, le traumatisme, il peut aussi affecter notre entourage, sa famille et parfois même les générations suivantes en fonction, nous allons le voir, de ce qu'il se passe dans l'histoire de la personne. Et c'est ce qu'on appelle finalement l'héritage familial du traumatisme. C'est un phénomène qui, voilà, où on s'impose de plus en plus de questions en fait, parce qu'on se rend compte que les personnes, par exemple, descendants de la Seconde Guerre mondiale, ou qui ont vécu la Shoah, qui ont vécu l'esclavage, qui ont vécu des traumatismes historiques euh, très complexes, finalement, on a de plus en plus d'études et de recherches qui prouve qu'il y a un impact et qu'il y a des conséquences encore aujourd'hui dans les nouvelles générations. Et donc, c'est ce qui fait que plus en plus, c'est des sujets qui sont assez recherchés. Alors après, tous les scientifiques ne seront pas d'accord, mais il y a quand même eu des recherches qui ont été assez, assez, je veux dire, on ne peut pas revenir dessus et dire que ça n'existe pas et que nos familles ne nous lèguent rien. D'accord? Mais vraiment, qu'est-ce qu'on entend en fait par héritage familial du traumatisme? Non. Qu'est-ce que ça signifie? Euh, qu'est-ce que ça impacte en fait? Finalement, que les générations suivantes peuvent euh, indirectement avoir des conséquences de quelque chose qu'un de leurs aïeux ait pu vivre. D'accord? Et en fait, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer la transmission. Alors, il y aura tout d'abord la transmission émotionnelle. Par exemple, un parent qui a vécu un traumatisme peut développer des peurs, des angoisses ou des comportements protecteurs qui vont forcément influencer la manière dont il va élever ses enfants. C'est-à-dire quelqu'un qui a dû se déplacer suite à une guerre, qui a quitté ses terres, qui a quitté son environnement qu'il connaissait, qu'il affectionnait, qu'il le sécurisait, et qui se retrouve à devoir partir, va forcément vivre une anxiété plus, etc., etc. Et forcément, il va développer des peurs, en fait. Il va apprendre à vivre en hypervigilance constante. Donc, forcément, ces enfants, en grandissant, peuvent
alors finalement intérioriser ses émotions et se dire que c'est normal de vivre dans la peur, de vivre dans la peur des maladies, de vivre dans la peur de vivre une guerre, de vivre dans la peur de encore devoir se déplacer. Donc, très souvent, les familles qui ont dû se déplacer, par exemple, on va voir qu'il va y avoir un figement des prochaines générations, c'est-à-dire on a réussi à se déplacer, à survivre, on ne bouge plus. Et donc, très souvent, plusieurs générations vont se retrouver au même endroit, dans un même village, et ne vont plus bouger, alors qu'elles ont d'autres origines. Et c'est même des personnes qui vont pas forcément aller explorer leur histoire et leur origine ou retourner, voilà, parce qu'elles vont avoir intériorisé cette peur que si on se déplace, on peut revivre ce que les anciennes générations de notre histoire ont vécu. D'accord? Et souvent, ces enfants, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que eux, ça va être leur schéma dans lequel ils vont être éduqués. Donc, ils vont pas avoir conscience que dans d'autres familles, il y a plus de sécurité, il y a moins d'anxiété, il y a moins de peur, et, etc., etc. Ensuite, il va avoir aussi la transmission par l'éducation et l'interéducation familiale, c'est-à-dire on a aussi l'éducation des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins, des cousines, etc. Euh, mais il y a aussi les histoires familiales, les silences, les non-dits autour de certains événements qui vont et qui peuvent alors créer un climat vraiment particulier qui va peser sur la famille. Mais ça va être un climat vraiment de inconscient de bah en fait si je passe, si je questionne mon histoire, il va m'arriver un malheur. Donc oui, je sais qu'il y a des non-dits, je sais qu'il y a des événements assez graves qui sont arrivés dans mon histoire, mais je ne sais pas lesquels. Et, euh, et finalement, dans ma famille, on apprend à pas transmettre, à pas se dire, à dès qu'il y a un événement difficile, à fuir ou à être dans le déni de tout ça. Et donc ça, c'est aussi un climat qui peut être particulier et qui peut finalement laisser des séquelles. Et puis enfin, bah, les dernières recherches, c'est les dernières recherches qui sont récentes et qui sont sur l'épigénétique et qui ont montré que un stress intense vécu par une personne va et peut modifier la manière dont certains gènes s'expriment par la suite et que ces modifications finalement, elles peuvent être transmises à ses descendants. D'accord? Par le biais en fait d'épigénétique, donc ils vont se manifester par certaines façons dont des cicatrices en fait le sur l'ADN et qui vont se retrouver dans d'autres générations. Et puis il y avait d'ailleurs des recherches qui avaient été faites par des chercheurs psychiatres dans un institut en Suisse où justement ils avaient fait des recherches où une petite fille vivait un trouble très anxieux et une dépression. Et finalement, elle avait à peine 12 ans et elle avait dans sa famille rien qui pouvait laisser déceler ça, enfin, en tout cas dans son histoire à elle. Quand la thérapeute s'entretenait avec la maman ou le papa, il n'y avait non plus rien. Il pouvait laisser paraître que les parents avaient été maltraitants ou avaient été... voilà, on ressentait quand même peut-être un peu d'anxiété des parents, mais voilà. Et en fait, en allant sur l'ADN de la grand-mère, voilà, ils se sont rendus compte qu'il y avait un lien et qu'en fait, la grand-mère n'avait jamais révélé qu'elle avait vécu un viol. Voilà. Et en fait, la fille vivait ce non-dit, en fait, par de la somatisation, donc une anxiété plus et une dépression. Alors que elle-même n'avait jamais été violée. Voilà ce que les chercheurs, voilà, et c'est encore en cours, donc on reste, voilà, à l'écoute. On ne dit pas que c'est une vérité, ça peut expliquer certaines choses, voilà. Et je rappelle même, j'en parle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans ma pratique, qui est importante, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que je reçois très souvent des personnes qui ne souhaitent pas aller
et comprendre leur héritage familial et ça les empêche pas d'avancer d'une autre manière. D'accord? Chaque personne est différente, donc il y a des personnes qui vont ressentir ce besoin et c'est là où très souvent, bah, quand on le ressent, c'est que ben, voilà, il y a quelque chose derrière. Mais ce n'est pas une obligation et je préfère le rappeler parce que ce n'est pas pour moi une obligation pour se rétablir. Voilà. Et je préfère aussi le rappeler que chaque personne est différente et donc chaque personne a des besoins, etc. Mais on ne peut pas nier que ça existe par contre. Voilà. Mais après, c'est pour ça que j'ai une approche intégrative parce que voilà, chaque personne aura des besoins et des spécificités différentes pour se rétablir et voilà. Donc là, je parle plus dans cet épisode aux personnes qui ont ce besoin, qui ont ces interrogations, qui ont une histoire complexe, qui le savent, d'accord? Mais si comme par exemple, voilà, si je cite un descendant, et ça c'est parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, par exemple, de descendants de survivants de la Shoah, beaucoup d'entre eux vont rapporter un sentiment de peur, d'angoisse, de difficulté à gérer ses émotions et très souvent, c'est lié à l'histoire traumatique de guerre. D'accord? Mais voilà, on peut aussi, par rapport à un autre psychiatre qui avait fait un colloque à ce sujet, qui a écrit un livre à ce sujet sur les descendants d'esclaves aussi, et qui avait pu noter et rapporter que voilà, il y avait beaucoup de choses que les descendants de colonies pouvaient attribuer à leur culture, alors qu'en réalité, en prenant du recul, en comprenant le contexte social, l'histoire qu'il y avait eu derrière, mais on se rendait compte qu'en fait, c'était plus des conséquences psychologiques dues à l'histoire coloniale et au passé qu'à une réelle culture. Donc voilà ce qu'on peut voir. Après, finalement, c'est se dire quelles vont être finalement aussi les conséquences de cette histoire familiale, de cet héritage sur les générations futures. D'accord? Et en fait, c'est très souvent, bah, ce que je disais tout à l'heure et ce qui avait été reporté par l'épigénétique, mais c'est vraiment très souvent une difficulté émotionnelle, de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, et puis on va avoir aussi très souvent une difficulté relationnelle. C'est-à-dire que dans les relations interpersonnelles, ça va être très difficile, puisqu'en fait, dans le schéma familial, il y a une façon de fonctionner qui est toxique, qui est due à l'histoire. Donc, par exemple, les non-dits, les secrets de famille, le fait de ne pas avoir le droit d'exprimer ses émotions euh, le fait de punir par le silence, enfin, voilà, toutes ces choses-là, souvent on va dire que c'est dans cette histoire familiale qui finalement conduit très souvent à devenir une famille un peu toxique. Pas toujours, hein, d'ailleurs, parce que très souvent, on peut quand même recevoir de l'amour malgré ce contexte-là et que c'est juste de l'insécurité qu'on aura parce qu'on n'aura pas appris à être sécurisé parce que eux-mêmes, de par l'histoire, de par leur histoire, auront eu des difficultés à se sentir en sécurité, etc. Et du coup, à le donner à l'enfant. Ce qui n'empêchera pas d'avoir donné de l'amour. D'accord? Donc vraiment, il n'y a pas forcément de toxicité à chaque fois. Par contre, le fait de répéter des schémas qu'on croit universels, parce que c'est inconscient, comme on a été éduqué, ce qu'on nous a transmis dans notre histoire, fait que on sera aussi cette personne-là. D'accord? Et qu'on va croire que les autres fonctionnent pareil, et ce qui va créer souvent des conflits, des incompréhensions, des décalages, etc. Et puis, on va avoir aussi ouais, ce sentiment de toujours répéter des schémas douloureux sans comprendre pourquoi, parce que on va avoir du mal à faire le lien entre notre histoire et un petit peu aussi finalement la loyauté familiale, parce que bah, c'est souvent aussi ça qui est en conflit, c'est-à-dire que des fois, on va être dans le déni et on va se laisser manipuler, etc., ou même se sacrifier auprès de notre famille par loyauté.
Donc ça, je pense que vous pouvez retrouver aussi le live que j'avais fait avec psychologue.net, où justement ça revient, en fait, pour se libérer finalement de la loyauté familiale, c'est d'aller comprendre son histoire. Donc des fois, il y a besoin, et voilà, et on y va, et on va aller voir les schémas qu'on répète, qui sont douloureux. Donc ça peut être ouais, le fonctionnement avec les autres. Donc on n'a pas appris à fonctionner correctement. Ça peut être le, le fait de toujours rester dans le déni et faire l'autruche dès qu'il nous arrive un événement difficile et peut être complexe, on va rester dans ce déni-là. Ça peut être aussi le fait de toujours avoir des difficultés en amour, parce que en fait, dans nos familles, il peut y avoir une histoire en lien avec ça qui fait que ce soit les lignées de femmes ou d'hommes, hein, ça peut être des deux côtés, il y a un dysfonctionnement et on se rend compte qu'il y a beaucoup de divorces. Voilà, et quand on étudie la dynamique familiale, on se rend compte que tous les oncles et les tantes divorcent et que finalement, ça permet de comprendre pourquoi on a divorcé peut-être. Parce qu'on a juste répété inconsciemment des schémas qu'on connaissait dans nos zones de confort, dans notre histoire familiale et dans notre héritage finalement. D'accord? Mais des fois, ce point invisible aussi, il peut vraiment créer un sentiment d'incompréhension et même de culpabilité parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui cloche chez moi, en fait? Je sens que je bloque, je sens que je souffre, mais j'arrive pas à voir ce qui bloque. D'accord? Et en plus, très souvent, j'ai des personnes qui vont venir en consultation et au début, qui vont pas du tout être intéressées par cet héritage familial, comprendre leur dynamique, etc. Voilà. Et donc, on va plus axer le travail sur de la TCC, de l'hypnose, etc. On va commencer à avoir des résultats, etc. Mais il peut avoir aussi on appelle ça un bénéfice secondaire à garder des fois des schémas. Et là, dans ce sens-là, quand je vois que ça bloque encore, je peux proposer d'aller étudier et comprendre un peu son héritage familial. Parce que très souvent, la compréhension de son héritage familial fait que on se peut se débloquer de certaines choses. D'accord? Donc, c'est pas toujours obligatoire. Il y a des personnes qui n'en auront pas besoin. Je le répète, parce que je ne veux pas qu'on pense que c'est un peu une pratique que j'ai obligatoirement, etc. Il y a des personnes qui ne feront jamais ce travail-là et c'est OK aussi, en fait. Ça convient pas à tout le monde. Et toutes les histoires aussi familiales n'en ont pas forcément besoin, tout simplement. Et, euh, et voilà. Je préfère assister sur ça parce que je veux pas qu'on pense que ça peut paraître que ça soit une obligation, ça peut aussi mettre une pression auprès du consultant et aussi bloquer du coup l'avancement thérapeutique. Et on rappelle que ce qui permet de se rétablir et d'aller mieux dans sa vie, ce n'est pas vraiment l'outil, etc. C'est vraiment la compréhension du thérapeute, ce qu'elle apporte, ce qu'elle amène et comment elle voit les choses. Et après, l'autre va se sentir dans une approche en fait, une alliance, une approche où tous les outils vont être acceptés et auront une efficacité. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler et voilà, peut-être que je me rabâche, mais c'est pas grave. Et donc finalement, comment petit à petit, voilà, on fait face à cet héritage quand on voit que même dans notre avancement thérapeutique, nous qui étions par exemple réticents à cette approche-là, eh bien, on bloque. Comment on peut y faire face? Tout simplement, la conscientisation, le fait que petit à petit, on réinstaure aussi un dialogue avec sa famille où on essaye en fait de d'être enfin soi, de comprendre quels sont nos besoins, nos envies et est-ce que finalement dans ma vie c'est ce qui se passe et partager ses ressentis, son histoire, écrire. Euh, aller aussi dans des groupes de parole parce que la thérapie de groupe est très efficace, surtout quand l'histoire est très intense et qu'il y a une histoire même collective, un trauma collectif, on appelle ça. Donc c'est tout les histoires de guerre.
euh, de catastrophes naturelles, etc., que vivent une population entière, en fait. Et des fois aussi d'aller comprendre et de lire sur la population, sur cette histoire, permet aussi de petit à petit cheminer vers un rétablissement, en fait, vers une paix, en fait, parce que des fois, c'est juste de dire, allez, stop, en fait. Moi, aujourd'hui, je décide de faire ma part, d'aller voir ça et de le travailler en fait. Donc c'est vrai que pour moi, c'est, je dirais, quelque chose que tout le monde devrait faire, mais bon, voilà, sans obligation. Et dans ma pratique, si vous venez et qu'il n'y a pas d'envie, on n'y va pas. Mais rappelez-vous qu'en fait, souvent, comprendre son héritage familial, comprendre sa dynamique, ben, ça permet de débloquer pas mal de choses dans sa vie en fait. Parce que très souvent, quand on va être que dans une unique approche TCC, oui, scientifiquement, elle a fait ses preuves, mais ça n'empêchera pas que ça revienne. Voilà. Et j'ai déjà eu le cas des personnes où on avait vraiment axé le travail sur ça. Et ouais, qui 6 mois, 8 mois après ont des grosses rechutes. Et finalement, quand on prend le temps de comprendre son histoire, son contexte social, familial, historique, enfin, etc., il y a beaucoup moins de rechutes. Donc, je trouve que c'est très complémentaire. Donc, voilà, c'est pour moi comment je le vois. Et surtout, en fait, de vous dire que le traumatisme, il ne s'arrête pas toujours à la personne qui le vit. D'accord? Donc, il faut pas l'oublier. Et ça peut vraiment avoir des répercussions biologiques, relationnelles, émotionnelles et de génération en génération. Mais que c'est pas une fatalité. D'accord? Donc, juste, c'est un cheminement. Mais des fois, c'est un cheminement de vie. C'est-à-dire que on peut se rétablir tout en continuant ce processus de soutien dans ce travail de soi, en fait, et de conscience. Parce que très souvent, il y a des choses qui vont pas faire tilt sur vous quand on va le travailler. On va avancer sur d'autres choses et puis peut-être ça fera tilt 4 5 mois après parce que vous allez le revivre, ce schéma, et vous allez dire, ah, ok, en fait c'était ça. Voilà. Donc tout simplement aussi de pas se poser de questions. D'accord? Voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura apporté des réponses sur l'héritage familial et traumatique. Et puis, bah, je vous invite à vous abonner, à me faire des retours si besoin, à vous poser toutes vos questions en fait. Et puis bon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails si il y a des épisodes ou des questions que vous auriez envie que j'aborde dans dans un épisode, tout simplement. Prenez soin de vous et à dans 15 jours. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me mettre des likes pour me permettre une visibilité et puis à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Je t'invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. À très bientôt, prends soin de toi.